Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête. Je m'appelle Martin Lavallée et c'est notre deuxième émission aujourd'hui sur la biographie écrite de Samuel de Champlain par l'historien français Éric Thierry. Donc, la semaine passée, on a pu voir les premières années de la vie de Champlain, l'évolution, s'entretenir avec Éric Thierry sur les questions d'interprétation du personnage. Et là, on va poursuivre aujourd'hui avec la suite des travaux de Champlain, entendre ce que Éric Thierry a à nous dire sur les différents faits marquants de la vie, les principaux faits marquants de la vie de Samuel de Champlain. Donc, Éric Thierry, rebonjour. Rebonjour. Alors, on arrive à Québec, la Fondation de Québec. On a vu la semaine dernière l'échec en Acadie, les premiers voyages en 1603 dans la vallée du Saint-Laurent. Et là, en 1608, le 3 juillet 1608, Samuel de Champlain, toujours au service de Dugas-de-Mont, débarque à Québec et met sur pied ce qu'on appelle l'habitation, qui est située aujourd'hui dans ce qui est aujourd'hui la place Royale, dans la basse ville de Québec. Et c'est là que se situe vraiment l'origine, le fondement de l'Amérique française. C'est là que ça débute, pour cette première habitation-là. Alors, qu'est-ce qui motive Champlain à choisir le site de Québec en 1608? Pourquoi, par exemple, on n'a pas choisi Tadoussac? Alors donc, en 1607, le roi Henri IV a supprimé le monopole de la traite des fourrures dont bénéficiait Dugas-de-Mons. Et donc, Dugas-de-Mons a été obligé de rapatrier en France la colonie qu'il avait fondée à Port-Royal en Acadie. Mais comme au même moment, au début de l'automne 1607, les Anglais commencent à s'intéresser à l'Acadie, il y a un groupe d'Anglais dirigé par George Popham qui crée une colonie à l'embouchure de la Kennebec, donc en septembre 1607, à ce moment-là, le roi est informé et il ne veut pas laisser l'Acadie entre les mains des Anglais. Et donc, il décide de prolonger finalement le monopole de la traite des fourrures dont bénéficiait Dugas-de-Mons pour 1 an seulement. Alors, Dugas-de-Mons veut relancer son entreprise. Bon, il a été un peu déçu par l'Acadie et il pense que dans la vallée du Saint-Laurent, il y aura beaucoup plus de fourrures. Et donc, son entreprise pourra être rentabilisée beaucoup plus facilement. Et on connaît, il y a des grandes routes qui sont empruntées par les autochtones pour amener des fourrures dans la vallée du Saint-Laurent. Les fourrures de la région des Grands Lacs arrivent par la rivière des Outaouais et puis par l'intermédiaire des Algonquins. Il y a les fourrures de la baie d'Hudson qui arrivent par le lac Saint-Jean et le Saguenay par l'intermédiaire des montagnais. Donc, il y a beaucoup de possibilités pour la traite des fourrures dans la vallée du Saint-Laurent. Et c'est Champlain qui a encouragé Pierre Dugas-de-Mons à s'intéresser au site de Québec, qu'il avait repéré en 1603. Le site de Québec, c'est un endroit où le fleuve Saint-Laurent se rétrécit. Et donc, en créant une forteresse à Québec, on pourra verrouiller le Saint-Laurent et empêcher les concurrents européens qui viennent faire la traite des fourrures, on pourra les empêcher de remonter en amont, de remonter le Saint-Laurent en amont de Québec. Donc, le site de Québec, c'est un site stratégique. Oui. Et donc, c'est pour ça que Pierre Dugas-de-Mons et Samuel de Champlain ont décidé ensemble de créer une colonie à Québec. Et ça ressemble à quoi, cette habitation-là? On en parle souvent dans ce lieu mythique-là. En fait, c'est une petite original. forteresse. Mm-hmm. C'est une petite forteresse qui est fortifiée. Et donc, c'est une petite forteresse. L'objectif étant de verrouiller le Saint-Laurent. Au départ, il y a combien de personnes qui s'implantent là en 1608? Ils sont très peu nombreux. En tout, il y a une petite cinquantaine de personnes qui sont installées là. Et le premier hiver va être assez dur, difficile et beaucoup de colons vont mourir à la fois du scorbut ou même de dysenterie parce qu'ils ont consommé des anguilles qui ont été mal fumées par les autochtones et beaucoup sont morts d'intoxication finalement. Ouais, c'était pas évident de s'implanter dans un nouveau pays comme ça. Le site de Québec aussi était en territoire montagnais, territoire qu'on appelle aussi des Inuits, là. Et l'anthropologue Gilles Bibeau, dans son dernier ouvrage, Les Autochtones, pas de son avant-dernier ouvrage, Les Autochtones, la part effacée du Québec,
Lui, il rapporte la version fournie par l'historienne Sylvie Vincent, qui se basait sur des récits oraux des montagnais, à l'effet que ceux-ci auraient été, en quelque sorte, spoliés de leur territoire par Champlain et les Français, ce qui expliquerait, entre autres, là, selon cette version, les relations tendues entre les deux nations à partir de 1620. Hein. Bibeau et Sylvie Vincent rapportent que le Fort Saint-Louis, en 1620, aurait été construit pour se défendre contre les montagnais en aval. Et puis, donc, c'est pas du tout ce qui ressort des archives que vous avez consultées et qu'on lit dans votre biographie, là. Et même que les montagnais étaient plutôt heureux de l'implantation des Français à Québec et de leur aide, entre autres, militaire contre les Iroquois. Oui, et puis de toute façon, on a le témoignage on a une retranscription de la tradition orale qui se trouve dans les relations du père le Jeune, et on peut lire donc les montagnais estimaient que leurs ancêtres avaient autorisé les Français à s'implanter, à s'installer chez eux. Hein, les Français, ce sont des alliés des montagnais, et donc les montagnais, selon même la tradition orale retranscrite dans les relations du père le Jeune, les Français étant des alliés des montagnais, ils ont été tout naturellement autorisés par les montagnais à s'installer chez eux. Mm-hmm. Et la construction du Fort Saint-Louis aurait répondu à quel objectif en 1620? C'est pour Samuel de Champlain. C'est quoi les objectifs? C'est pas de défendre le fort de Québec contre une éventuelle attaque montagnaise. Non. Le Fort Saint-Louis, il a été construit pour protéger la colonie de Québec d'une éventuelle attaque européenne. Alors on pense par exemple aux Espagnols. Hein, dans toute l'époque de Champlain, on a peur de ça aussi. On a peur d'une attaque espagnole. Les Espagnols surveillent quand même. Les espions espagnols surveillent ce qui se fait en Amérique du Nord. Donc on a peur d'une attaque européenne. Et puis aussi les relations en 1620, les relations entre Champlain et les marchands, et la compagnie, la compagnie commerciale qui exploite le monopole de la traite des fourrures. Les relations sont assez tendues. Donc, le Fort Saint-Louis permet aussi de surveiller. Alors, Fort Saint-Louis, qui est contrôlé par Samuel de Champlain, permet aussi de faire pression sur les gens de l'habitation qui se trouvent dans la ville basse de Québec, qui se trouvent en contrebas. Donc, c'est aussi un moyen de faire pression sur les marchands. Champlain, il représente le vice-roi. Donc, à cette époque-là, c'est Henri II, le duc de Montmorency. Et l'habitation, elle est sous le contrôle de la compagnie des marchands, ce qu'on appelle la Compagnie du Canada, qui a été créée en 1613 à ce moment-là. Et donc, le Fort Saint-Louis sert de promontoire entre autres, pour pouvoir surveiller l'habitation et les marchands. Pour surveiller l'habitation, puis pour protéger la colonie d'une éventuelle attaque européenne. À partir de 1610, le roi Henri IV est assassiné. Et puis, le roi Louis XIII, lui, va monter sur le trône. On sent alors un changement d'approche, un changement d'approche en Nouvelle-France qui témoigne, entre autres, des effets grandissants de la réforme catholique en France. Il ne s'agit plus seulement, on sent que, même on le sent dans votre biographie à la lecture, il ne s'agit plus seulement d'explorer, commercer et établir des alliances, mais on sent une volonté explicite davantage de convertir les Autochtones au catholicisme qui commence à s'exprimer, là, entre autres dans les communautés religieuses. Comment ça se traduit chez Samuel de Champlain, ce changement d'approche au niveau du royaume? Du temps d'Henri IV, Samuel de Champlain avait un contact privilégié avec le roi Henri IV. Il le rencontrait personnellement. Le roi Henri IV, c'était quelqu'un qui adorait rencontrer les voyageurs qui revenaient de pays exotiques. C'était un grand amateur de cartes. C'était quelqu'un qui était très ouvert sur le monde, quelqu'un qui était très curieux. Il meurt assassiné le 14 mai 1610.
Et son fils, il est né en 1601, Louis XIII, il a 9 ans, et donc le pouvoir est assuré par la veuve d'Henri IV, Marie de Médicis. Alors Marie de Médicis, elle s'intéresse aussi aux expéditions lointaines, aux entreprises coloniales, mais bon, c'est une Italienne, elle est très, très influencée par la réforme catholique, elle est très influencée par les jésuites qui sont très présents à la cour. Et donc, le souci de la conversion des autochtones devient un petit peu plus grand. Et puis, en plus de ça, bon, Marie de Médicis a un gros souci, c'est que son pouvoir est contesté et elle doit faire face très souvent à des révoltes de grands, en particulier du prince de Condé, qui est aussi vice-roi de la Nouvelle-France. Mhm. Et puis, c'est les Récollets qui vont partir pour la Nouvelle-France en premier ou les Jésuites? Alors, ce sont les jésuites, ils sont allés en Acadie de 1611 à Mhm. 1613. Mais dans la vallée du Saint-Laurent, les premiers qui ont été envoyés, les premiers missionnaires, ce sont des Récollets. Ils ont été envoyés grâce à Samuel de Champlain, qui a joué un grand rôle dans leur envoi. Justement, Samuel de Champlain essaye de trouver des appuis à la cour, des appuis pour soutenir l'entreprise de Québec. Et il espère, en envoyant des Récollets dans la vallée du Saint-Laurent, il espère motiver les dévots de la cour et ainsi trouver de nouveaux appuis pour son entreprise, de nouveaux appuis financiers, parce que ça coûte cher et donc et il faut de l'argent pour entretenir la Tout à fait. colonie de Québec. Et vous mentionnez aussi à un moment dans votre biographie que Champlain a une admiration aussi particulière pour les Récollets, pour les franciscains, Ouais. pour cet ordre religieux. Ouais, Pourquoi, donc pourquoi davantage que, ce sont mettons, les Jésuites? c'est un ordre, les Récollets sont un ordre mendiant. Ce sont des disciples de saint François d'Assise, donc qui accordent une très grande importance à la pauvreté. Donc eux, ils cherchent pas à faire des affaires, Mhm. ils s'intéressent pas du tout à la traite des fourrures. Et puis faut pas oublier aussi que si Champlain s'intéresse tout particulièrement aux Récollets, c'est parce qu'on se méfie à l'époque des jésuites. Hein, Les les jésuites indépendants. sont accusés d'avoir joué un rôle dans l'assassinat du roi Henri IV. Mhm. Hein, ils sont encouragés d'être à l'origine de la théorie du tyrannicide. Hein. Donc, on se méfie donc, ils sont assez décriés à cette époque-là. En plus, bon, à Paris, il y a le Parlement de Paris qui est très gallican. Il n'aime pas du tout les jésuites qui sont jugés être inféodés à Rome. Et donc, il y a une méfiance et les Récollets profitent de cette méfiance. Mais bon, assez vite, les relations entre Champlain et les Récollets vont se dégrader. Hein. Mhm. Et Champlain, finalement, va se tourner vers les Jésuites et les Jésuites vont arriver en Nouvelle-France à partir de 1625. Mhm. Voilà. Et puis après la reprise de Québec dans les années 30, c'est uniquement les Jésuites qui vont être autorisés à revenir en Voilà, donc Nouvelle-France. Hein? quand la France récupère Québec en 1632 à la suite du traité de Saint-Germain-en-Laye, eh ben, seuls les jésuites sont autorisés à revenir à Québec. Et les Récollets ne reviendront qu'en 1670. Hein. Mhm. Ça va prendre Et du temps. alors, les Récollets ne reviennent pas à Québec parce que il y a leur procureur, le père Le Baillif, s'est particulièrement mal comporté. Il a participé à un complot, le complot de Chalais contre Richelieu. Et Richelieu le fait payer aux Récollets. Voilà. On imagine. Hein? En 1615, Champlain va honorer sa promesse à l'endroit des Hurons, hein, qui voulaient leur aide, ils voulaient l'aide des Français et de Champlain pour combattre eux aussi les Iroquois. Et il va mener une attaque à ce moment-là contre l'Iroquoisie qui va avoir un succès mitigé. Mais blessé à la jambe, il va être contraint de passer l'hiver en Huronie, Voilà. chez les Hurons, avec entre autres des Récollets à ce moment-là. Et il va observer les Hurons, il va observer leurs mœurs, les décrire, entre autres, dans ses voyages de 1619. Alors, quel est le portrait qui dresse des Hurons, Samuel de Champlain? D'abord, les Hurons, contrairement aux Montagnais ou aux Algonquins, ce sont des agriculteurs, Mm. ce sont des Amérindiens sédentaires.
Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. Et Champlain, Champlain observe les Hurons. Bon, alors bien sûr, c'est pas un ethnographe parfait. Il a aussi ses préjugés. Il les observe avec ses yeux d'Européen. Alors, il remarque il y a des choses qui lui plaisent pas tellement, comme par exemple la nourriture. Il n'apprécie pas beaucoup la nourriture des Hurons. Il trouve que les Hurons sont pas assez autoritaires avec leurs enfants, qui leur permettent de faire n'importe quoi. Il voit des fils, par exemple, qui tapent sur leur père. Alors ça le choque, profondément. Il les accuse d'être trop permissifs vis-à-vis de leurs enfants. Mais malgré tout, il a une vision quand même assez optimiste. Il loue, par exemple, leur bon sens naturel. Et il poursuit bon sens naturel qui les pousse à croire en l'existence de Dieu. Alors donc, il voit en eux, il voit dans les Hurons de potentiel chrétien. un peu de potentiel chrétien, et il pense que leur conversion au christianisme pourrait être facile. Et en plus, il remarque qu'un certain nombre d'Hurons croient en l'immortalité des âmes. Voilà, donc là, il croit en la foi implicite des Hurons. Les Hurons, ils voient déjà en eux des chrétiens. Il y a une chose que vous soulignez dans votre ouvrage et vous citez souvent, c'est que Champlain voyait il détestait la torture qui était pratiquée chez les Amérindiens, les Autochtones. Des fois, c'est assez décrit dans le détail. Là, ça, c'est quelque chose qui le choque. Champlain, c'est pas un guerrier. Bon, il a travaillé dans l'armée du roi Henri IV, mais pas en tant que soldat, en tant que cartographe, en tant que membre du service des logis. Et il aime pas beaucoup ça. Et donc, quand il participe à des opérations militaires aux côtés de ses alliés amérindiens, c'est toujours contraint et forcé. Et quand il peut l'éviter, il l'évite. On voit à certains endroits d'ailleurs qu'il va essayer il aime pas ça. Il aime vraiment pas ça. Et alors, c'est vrai qu'assister aux tortures des prisonniers amérindiens, ça, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. D'ailleurs, en 1610, il participe à un combat contre les Iroquois au cap de la Victoire, à l'embouchure de la rivière Richelieu. Et il demande à ce qu'on lui donne un prisonnier iroquois qui était destiné à être torturé. Et ce prisonnier iroquois, il lui sauve la vie finalement. Ouais. Il l'emmène à Québec. À Québec, le prisonnier iroquois, il rencontre une prisonnière iroquoise, parce que les montagnais confiaient des captives iroquoises aux Français. Dans l'habitation de Québec, il y avait des captives iroquoises. Et cette captive iroquoise a rassuré le prisonnier iroquois en lui disant que les Français ne lui feraient pas de mal. Et finalement, ça s'est bien terminé, parce que Champlain, il l'a laissé repartir en Iroquoisie et il lui a donné des marchandises de traite. Et donc, il a déjà en 1610, il avait l'espoir de conclure une paix avec les Iroquois. Ça, c'est aussi un des grands rêves de Champlain, c'est de conclure une paix générale entre toutes les nations de l'Amérique du Nord-Est. Oui, et une chose qui ressort, vous le mentionnez à l'instant, mais une chose qui ressort à la lecture de votre ouvrage et des écrits de Champlain, c'est que contrairement à l'image contemporaine qu'on se fait des fois des Autochtones, souvent on les présente comme des victimes passives des Blancs, mais ils possèdent leurs propres intérêts eux autres aussi, leur propre stratégie, ils savent mentir eux aussi, des fois ça revient quelques fois, ils se font la guerre, pratiquent l'esclavage déjà entre eux avant l'arrivée, et ils font des alliances en fonction de leurs conflits et de leurs guerres. On le voit notamment avec l'insistance des montagnais algonquins hurons qui prêchent Champlain de les aider à combattre les Iroquois. On le voit aussi à certains moments, certaines nations veulent garder leur rôle d'intermédiaire auprès de Champlain et donc taisent certaines informations ou les empêchent d'avancer pour pas qu'il y ait accès à une autre nation. Donc, c'est pas des nations passives du tout. Pas du tout. Ce sont vraiment des acteurs très importants dans la vie de Samuel de Champlain. Et puis, Samuel de Champlain doit en tenir compte, doit
doit tenir compte des volontés des chefs autochtones. Et il doit jouer avec tout ça. Il doit être un fin politique. Hein, Oui, tout à fait. et Champlain a des relations très, très intenses avec les chefs des nations autochtones. Hein. Il y a des grandes figures autochtones qui apparaissent dans ses écrits et qui jouent un grand rôle. Et Champlain est obligé de composer avec eux. Ouais, les Français, les Français forment une nation alliée à certaines nations autochtones, mais des alliés parmi d'autres. Hein. Et donc, les Français doivent composer avec. On le voit très bien, par exemple, au moment parce qu'il y a quelques assassinats de Français de Québec par des montagnais. Et Champlain aimerait bien que les responsables qui sont identifiés, hein, qui sont même parfois entre les mains des Français, ils aimeraient bien que les assassins soient jugés à l'européenne, hein, selon les conceptions françaises. Mais en fait, à chaque fois, Champlain ne peut pas le faire. Il est obligé de céder. Il est obligé de les libérer. Il est obligé de leur pardonner. Il est obligé de les laisser s'évader. Hein, il ne peut pas imposer sa conception européenne de la justice. Il est obligé d'accepter des otages, les livraisons de fourrure par les Amérindiens en guise de compensation, ou bien des dons d'enfants même, d'enfants en guise de compensation. Hein, il est obligé finalement de se plier à la conception de la justice que les autochtones ont. Hein, il est obligé de s'adapter. Hein. Il peut pas. La Nouvelle-France, c'est dès le début, c'est une Nouvelle-France qui est métissée, qui est métissée culturellement. Il y a plusieurs façons de faire, plusieurs cultures différentes qui se côtoient. On ne transpose pas la France d'Europe en Amérique du Nord. On est obligé de s'adapter à la réalité locale. Hein. Exact. Vous avez découvert dans vos recherches aussi, et vous avez signé un court texte là-dessus dans le dernier numéro de la revue d'histoire de la Nouvelle-France, c'est qu'indirectement, Samuel de Champlain a participé à la fondation de New Amsterdam, qui plus tard va devenir New York. Alors, quel est le rôle de Champlain dans cet épisode-là? Champlain a comme objectif de conclure une paix générale avec toutes les nations autochtones de l'Amérique du Nord-Est, et en particulier avec les Iroquois. Et donc, cette paix générale, elle est prévue dès 1623. Et donc, alors elle est prévue, là, c'est une grande rencontre qui doit avoir lieu à Trois-Rivières l'été suivant, pendant l'été 1624. Mais dès 1623, on anticipe, et avec Guillaume de Quesne, qui est le général de la flotte, celui qui représente la compagnie commerciale qui exploite à ce moment-là la traite des fourrures, la compagnie de Montmorency, Champlain et Guillaume de Quesne envisagent la création d'un comptoir de traite dans la vallée de l'Hudson pour permettre aux Iroquois de commercer directement avec les Français sans être obligés d'aller dans la vallée du Saint-Laurent. Et donc, c'est Guillaume de Quesne qui organise ça, et il envoie un bateau qui s'appelle la Grâce de Dieu, qui est dirigé par Jacques Elk, par un Diepois. Il envoie un bateau dans la vallée de l'Hudson pour fonder un comptoir de traite, pour fonder une colonie. Mais le problème, c'est que les Hollandais sont au courant. Dieppe est un nid d'espions, et ils considèrent que c'est leur terre. Les Hollandais sont au courant et considèrent que là, la vallée de l'Hudson, c'est eux qui doivent en avoir le contrôle. Et donc, ils envoient donc un navire pour déloger les Français, et donc Jacques Elk qui s'installe donc dans la vallée de, alors où exactement on ne sait pas exactement, mais à l'embouchure de l'Hudson, donc vraisemblablement dans la baie de New York. Jacques Elk est délogé par les Hollandais en 1624, et pour empêcher les Français de revenir, les Hollandais installent des colons à Governor's Island, qui se trouve juste au sud de Manhattan. Et là, les Hollandais créent un fort. Et en fait, Orange. c'est le début de New York. Hein. Donc, New York a été fondé indirectement par Samuel de Champlain. Enfin, du moins, les Hollandais ont créé New York pour empêcher les Français de s'y installer durablement.
donc indirectement par la bande. Voilà. Le fondateur de Québec, Ça, de Nouvelle-France. c'est raconté dans un document qui se trouve aux Archives nationales à Paris, dans les archives de l'Amirauté de France. Voilà. OK. On a le témoignage de Jacques Elck qui a. Et ça, est-ce que c'est dans les archives inédites que vous avez découvertes? Ouais, alors Ouais. c'était pas complètement inédite parce qu'elles avaient été publiées par un de mes amis, Gervais Carpin. Oui. Mais seulement, il a pas réussi à localiser tous les endroits qui sont évoqués dans ce texte. Donc, on fait une courte pause musicale, Éric Thierry, et on revient tout de suite après pour la fin de cette deuxième émission sur Samuel de Champlain. Dans les prés de Saint-Ange, dans les prés de Saint-Ange, la cagouille a grouillé, ma jolie fleur de rose. La cagouille a grouillé, jolie fleur du rosier. Sur la côte de Saint-Ange, sur la côte de Saint-Ange, des marraines en panier, ma jolie fleur de rose. Des marraines en panier, jolie fleur du rosier. Palissy en Saint-Ange, Palissy en Saint-Ange, fut un maître potier, ma jolie fleur de rose. Fut un maître potier, jolie fleur du rosier. Dans les vignes de Saint-Ange, dans les vignes de Saint-Ange, les raisins sont dorés, ma jolie fleur de rose. Les raisins sont dorés, jolie fleur du rosier. C'est dans Cognac la ville, c'est dans Cognac la ville du roi François Ier, ma jolie fleur de rose. Du roi François Ier, jolie fleur du rosier. Qu'est la liqueur de vie, qu'est la liqueur de vie, aimée du monde entier, ma jolie fleur de rose. Aimée du monde entier, jolie fleur du rosier. Donc, nous sommes de retour avec Éric Thierry pour la fin de cette deuxième émission sur Samuel de Champlain. Alors, Éric Thierry, une chose que votre ouvrage met bien en évidence, c'est à quel point l'Amérique française est fragile à ses débuts et dépendante des tractations et des jeux de coulisses à la cour et des marchands, entre autres aussi. On voit principalement les commerçants, on voit comment au début de la colonisation du territoire, comment ils luttent pour obtenir le monopole, parce que c'est de ça que dépend leur revenu et en échange de la colonisation, donc le roi leur octroie des monopoles et eux luttent pour avoir ces monopoles-là. Ces marchands-là viennent soit de Saint-Malo, Rouen, La Rochelle ou ailleurs. Quelles vont être globalement les relations entre Champlain et ses marchands et puis comment est-ce que ça va se traduire sur le terrain? Les relations, elles sont un peu ambiguës parce que d'abord, Champlain, il joue un rôle dans la création de ces compagnies commerciales. Et c'est lui, par exemple, qui a créé la Compagnie du Canada en 1613. Mais les relations sont très vite difficiles parce que ces entreprises coloniales coûtent très, très cher. Maintenir à flot l'habitation de Québec, ça coûte cher et les profits rapportés par la traite des fourrures sont pas toujours à la hauteur parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de contrebandiers, il y a des Rochelais par exemple qui font pas partie de la compagnie qui vont faire la traite des fourrures illégalement. Donc les marchands qui ont le monopole sont obligés de lutter contre leurs concurrents. Donc ça coûte cher, ils dépensent beaucoup d'énergie et les compagnies qui exploitent successivement le monopole de la traite des fourrures n'investissent pas suffisamment dans l'entreprise de Québec, par exemple, ne recrutent pas suffisamment de colons et ne permettent pas aussi aux colons de développer la colonie. Par exemple, l'agriculture, il faut attendre très longtemps avant qu'il y ait une charrue qui arrive à Québec. Il n'y a pas de moulin, par exemple, pour moudre les grains. La vie est difficile à Québec parce que les marchands ne font pas beaucoup d'efforts pour faciliter, pour investir, pour dépenser de l'argent en faveur de la colonisation. Donc, il y a souvent des conflits comme ça entre Champlain et les marchands. Ils leur reprochent de ne pas dépenser suffisamment d'argent, de ne pas suffisamment investir. Et puis, il y a aussi des conflits religieux parce que la compagnie de Montmorency, par exemple, l'avant-dernière grande compagnie, elle est formée, elle est dirigée par des protestants. Et donc, il y a des rivalités entre les catholiques et les protestants.
le personnage fort de la compagnie de Montmorency, c'est Guillaume de Caen, qui est un Diepois et qui est lui-même protestant. Et ce protestant, il a des relations qui sont difficiles avec les Récollets et les Jésuites. Donc oui, il y a tout donc c'est un vrai panier de crabes et il y a souvent des tensions et des bagarres. Est-ce que c'est ces tensions religieuses-là, entre autres, qui vont amener Richelieu à fonder en 1627 la Compagnie des Sens Associés? Oui, et donc les protestants sont exclus de la Compagnie des 100 associés. La Compagnie des 100 associés, elle est créée en avril 1627. Alors Champlain n'a pas joué de rôle directement dans la création de cette compagnie, parce qu'à ce moment-là, il était à Québec, puis même il n'a pas été tenu informé de tous les débuts de cette colonie. Mais la compagnie des 100 associés, elle est formée par des dévots parisiens qui étaient souvent très proches du cardinal de Richelieu. Et donc, les motivations religieuses, là, sont très importantes. Et puis, est-ce que cette compagnie-là va avoir plus de succès au point de vue de la colonisation ou elle aussi va surtout s'intéresser au profit? Puis... les débuts ont été très difficiles parce qu'ils ont dû faire face aux attaques anglaises. Et donc, durant les premières années, les pertes ont été très importantes. Mais la Compagnie des 100 associés va faire un gros effort d'envoi de colons, donc à partir du traité de Saint-Germain, à partir de la restitution de Québec à la France, donc à partir des années, surtout 1633, 1634, 1635. Donc à la fin de la vie de Champlain, on voit arriver à Québec des familles de colons. Et là, à ce moment-là, l'entreprise de Québec connaît un véritable tournant. Et tout ça sous l'impulsion de Richelieu. Richelieu, qui s'intéressait beaucoup aux questions maritimes, et aussi sous l'impulsion des dévots parisiens. Ouais. Les dévots parisiens sont très actifs à ce moment-là. Ouais, on est en pleine réforme catholique. Là. Voilà. L'École française de spiritualité commence là. Et, les dévots parisiens qui, quelques années plus tard, créeront Montréal. Oui, en 1642. Quelques années plus tard. Voilà. Tout à fait. Il y a une autre personne qui va jouer un rôle important dans la vie de Samuel de Champlain, et c'est sa femme, Hélène Boulay. Champlain l'épouse alors qu'il a environ 30 ans. Et autre temps, autre mœurs, comme on dit, elle en a 10 à ce moment-là. Voilà, elle a 10 ans. Alors ça, c'est quelque chose qui a été souvent décrié. Ouais. Champlain, il passe aussi pour un pédophile, un amateur de petites filles. Alors, là aussi, il faut replacer cela dans l'époque. Le mariage de Samuel de Champlain avec Hélène Boulay, c'est un mariage qui a été arrangé. Ça a été un mariage qui a été voulu par les parents d'Hélène Boulay. Et Champlain était un bon parti pour les parents d'Hélène Boulay. Parce que Champlain, c'est un noble, il est lieutenant du lieutenant général en Nouvelle-France, c'est un jeune homme qui est plein d'avenir. Alors, ils se sont arrangés pour mettre la main sur Samuel de Champlain. Ils ont marié leur fille alors qu'elle était très, très jeune. Mais attention, le mariage n'a pas été consommé tout de suite. D'ailleurs, c'était précisé dans le contrat de mariage. Il fallait attendre 2 ans que la jeune fille ait 12 ans. Et puis, de toute façon, la famille d'Hélène Boulay savait que Samuel de Champlain était très souvent absent, qu'il passait la plupart de son temps en Amérique. Il n'était pas souvent présent. Alors ça, c'était aussi une stratégie adoptée par les familles qui veulent un bon parti pour leur fille, mais dont la fille est encore très jeune. On envoie souvent le mari au loin, on l'envoie faire des campagnes militaires à l'étranger, en attendant que son épouse grandisse et en attendant que le mariage puisse être consommé. Voilà. Le mariage est plus vu d'une façon contractuelle que peut-être ce qu'on entend des fois aujourd'hui. Là. Et il ne faut pas exagérer aussi l'importance de la dot d'Hélène Boulay, parce que elle était de 6 000 livres, c'était une somme conséquente, mais on n'est pas sûr que la dot ait été payée en totalité. Champlain va devoir attendre, la dot va être payée par morceaux, et en fait, on n'est pas sûr qu'il ait touché la totalité de la dot de sa femme. Ses parents vont être fâchés aussi à une certaine époque, quand elle va se convertir, elle était protestante, Hélène Boulay, et elle va se convertir au catholicisme. Voilà, donc le beau-père de Champlain,
était un protestant fervent et qui a vu d'un très mauvais œil la conversion de sa fille au catholicisme. Alors ça a généré des tensions à l'intérieur de la famille et On imagine. finalement, Champlain va être obligé d'envoyer sa femme pendant quelque temps chez les Ursulines à Paris il va s'efforcer de la retirer de l'influence de son père pour qu'elle se convertisse au catholicisme, ce qui va être fait à partir de 1614. Hélène Boullé est catholique et elle va devenir de plus en plus dévote au fur et à mesure que les années vont s'écouler. Et bien, après la mort de Champlain, elle deviendra elle-même religieuse Ursuline. Et elle va créer le couvent de Meaux, où elle repose encore aujourd'hui. Ah oui, à Meaux. Voilà, à Meaux. Bon à savoir. Vers la fin des années 1620, il y a un conflit qui va éclater entre la France et l'Angleterre. Même si l'édit de Nantes a été reconduit sous Louis XIII, il y a tout de même un regain des tensions qui va de pair avec la réforme catholique qui bat son plein en France. Et à ce moment-là, l'Angleterre va tenter de s'emparer du port Huguenot de La Rochelle. Et c'est dans ce contexte tendu entre la France et l'Angleterre qu'en juillet 1728, les frères Kirk vont assiéger Québec depuis Tadoussac. Et un an plus tard, Champlain va leur remettre le fort et l'habitation. C'est la fin de Québec. On aurait pu penser que ça allait être la fin de la Nouvelle-France, mais ça va être temporaire. Et Champlain va leur remettre le fort et l'habitation sans livrer bataille, ce qui va lui être reproché par la suite. Alors, pourquoi est-ce que Champlain n'a pas défendu Québec au péril de sa vie à ce moment-là? Parce qu'il n'y a plus de vivres, parce que la colonie n'a pas été ravitaillée en 1628, en 1629 non plus, et donc il n'y a plus rien à manger. Et donc les colons ont faim, et ils seront incapables, même s'ils avaient résisté, même s'ils avaient réussi à repousser les Anglais, ils n'auraient pas pu survivre à l'hiver suivant. Donc, c'est ça qui a poussé Champlain, c'est le manque de vivres et puis aussi le manque de munitions qui a poussé Champlain à capituler donc le 19 juillet 1629. Et Québec va rester anglaise jusqu'en 1632, c'est ça? Jusqu'en 1632, oui, jusqu'au retour des Français, jusqu'au traité de Saint-Germain-en-Laye. Et comment va se passer à ce moment-là, sous le règne des Kirk et des Anglais, les alliés montagnais, algonquiens, hurons, des Français qui vont s'allier avec les Anglais? Ils vont faire du commerce, ils vont faire la traite des fourrures avec les Anglais. Le commerce va continuer. Voilà, le commerce a continué. Et d'ailleurs, il y a encore des Français à Québec. Louis Hébert. Donc, Louis Hébert est décédé, mais il y a sa veuve, Marie Roulet, et puis il y a les enfants de Louis Hébert. Il y a Guillaume Couillard, qui a épousé une fille de Louis Hébert, qui sont restés à Québec. Et la cohabitation avec les Anglais, ça s'est bien passé. Je crois qu'il y a même un des Kirk qui va être le parrain du fils de Louis Hébert. Ouais, donc ça se passe bien. Oui, plutôt bien quand même. Et puis, qu'est-ce qui va favoriser le retour de Québec aux mains de la France? Eh ben donc, c'est la Compagnie des 100 associés qui va être assez active, et puis aussi l'ambassadeur du roi de France à Londres, de L'aubépine, qui va jouer un grand rôle aussi dans la restitution de Québec. Et puis le roi de France, Québec, c'est une possession légitime du roi de France. Et donc, récupérer Québec, il y va de l'honneur du roi de France. Alors, les Français essayent de récupérer Québec, font beaucoup de démarches. Alors, pour Québec, ça va, c'est relativement facile. Les Anglais acceptent assez vite de restituer Québec, mais le problème, c'est l'Acadie. C'est Port-Royal, parce que les Anglais estiment qu'ils ont plus de droits sur l'Acadie que les Français. OK. Étant donné que la présence française en Acadie n'était pas très grande depuis 1613. Voilà. Et puis, le Québec est restitué à la France en 1632. Champlain, lui, va revenir en 1633 dans la colonie, dans l'habitation qu'il a fondée, la ville qu'il a fondée. Il a eu une période assez difficile entre 1631 et puis 1632. Il a été il a été victime d'une disgrâce. Exact, c'est ça. Il était très lié aux dévots.
Et Richelieu a évincé les dévots du Conseil du roi. C'est la journée, ce qu'on appelle la journée des dupes. Et Richelieu a fait payer à Champlain ses liens avec les dévots. Et puis derrière tout ça, il y avait aussi Guillaume de Quesne, qui était un vieil ennemi de Samuel Champlain, qui était très proche de Richelieu. Et Guillaume de Quesne a aussi joué un grand rôle pour disgracier Samuel de Champlain. Guillaume de Quesne était très proche de Richelieu, Ouais, pourtant il ouais. était protestant. Ouais, tout à fait, mais il ne faut Mm. pas oublier qu'il y a il y a beaucoup de protestants qui restent fidèles au roi. Ils doivent hein, composer avec eux et aussi. Richelieu était ennemi des Rochelais, mais n'était pas ennemi de tous les protestants. Les Rochelais, c'était un danger pour l'État. C'était un État dans l'État. Ouais. Mais beaucoup de protestants travaillaient pour Richelieu, donc Guillaume de Quesne. Ah, OK, ça explique. Donc, après son retour, Samuel de Champlain, lui, va s'appliquer à consolider sa jeune colonie, les alliances avec les Autochtones aussi, renouer avec eux. Il va envoyer notamment La Violette ériger une habitation à Trois-Rivières en juillet 1634. Et pour finalement, le jour de Noël, le 25 décembre 1635, eh bien, Samuel de Champlain va rendre son dernier souffle à l'intérieur du Fort Saint-Louis de Québec. Le père jésuite Lejeune qui l'assiste va écrire, d'ailleurs, c'est assez bien ce qu'il a écrit. Il écrit le 25e décembre, jour de la naissance de notre sauveur en terre, Monsieur de Champlain, notre gouverneur, prit une nouvelle naissance au ciel.
Alors, encore aujourd'hui, on ignore où est la dépouille de Samuel de Champlain. Alors, quelles sont les hypothèses sur le sort de ce tombeau-là, mythique, là, qu'on parte à sa recherche? Alors, donc, le Champlain a été, tout de suite après son décès, son corps a été mis probablement dans une crypte de la chapelle Notre-Dame de Recouvrance, qu'il avait lui-même créée à Québec après son retour. Et cette chapelle a brûlé. Et bon, elle a été reconstruite. Et il y a deux jésuites qui ont été enterrés aux côtés de Samuel de Champlain par la suite. Puis après, à partir des années 1660, la chapelle disparaît des archives. Alors, le corps reposait dans une annexe de la chapelle Notre-Dame de Recouvrance, dans ce qu'on appelle la chapelle Champlain. Et cette chapelle Champlain, elle disparaît des archives à partir des années 1660, si bien qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement où elle se trouve. Mais donc, elle se trouve dans la ville haute de Québec, donc aux environs de la rue de Buade, mais donc, dans un quadrilatère qu'on arrive à déterminer, mais où exactement, on ne le sait pas. Et puis comme l'endroit est très densément bâti, c'est difficile de faire des fouilles archéologiques. Mais on garde l'espoir de retrouver un jour l'emplacement exact de la chapelle Champlain. Alors, est-ce que le corps de Champlain y est encore aujourd'hui? Alors ça, c'est pas sûr, parce que peut-être qu'il a été trouvé fortuitement au XIXe siècle et que les restes ont été mis dans la crypte de la basilique de Québec. Voilà, mais donc... c'est des hypothèses. Voilà, mais bon, les recherches continuent. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui espèrent trouver un jour l'emplacement exact de la chapelle Champlain et peut-être des restes de Samuel de Champlain. Et une chose aussi qui est particulière que vous nous racontez dans votre biographie, c'est qu'on n'a aucun portrait véritable de Samuel de Champlain. On ne connaît pas son identité réelle. Tous ceux qu'on voit, les portraits qu'on voit, les images, les peintures, c'est sorti de l'imagination de leurs auteurs. Sont faux. Ouais. Le portrait le plus célèbre, c'est celui qui a été fait donc par un artiste français qui s'appelle Ducornet en 1854. Mais c'est vrai qu'on a tous les portraits de Champlain sont faux. On peut même pas dire qu'il s'est représenté lui-même dans ses œuvres. On montre souvent une représentation de Champlain qui est extraite de la défaite des Iroquois de 1609 dans les voyages de 1613. Mais en fait, ça, c'est une gravure qui a été faite surtout par le graveur. Le graveur a pris beaucoup de liberté et il y a beaucoup d'incongruité dans cette gravure. Donc on peut pas dire que c'est une gravure qui a été faite d'après un dessin, un autoportrait de Samuel de Champlain. C'est pas vrai. Donc il y a pas de portrait de Champlain. Tous les portraits sont faux. Au moins, on a une image qui nous reste tout le temps avec la moustache un peu. Oui, mais ça on est. Il était vraisemblablement barbu, comme beaucoup de ses contemporains, mais on ne connaît pas du tout le visage de Champlain. Le père Charlevoix, il a fait de Samuel de Champlain le père de la Nouvelle-France. Et vous-même, dans votre biographie, vous l'avez intitulé « Aux origines de l'Amérique française ». Alors, au total, à quel point est-ce que l'œuvre de Samuel de Champlain en Nouvelle-France a été déterminante pour l'implantation française en Amérique? Champlain, ce qui le caractérise avant tout, c'est sa persévérance. C'est quelqu'un qui a traversé 27 fois l'Atlantique. Bon, il s'est battu à la fois en Amérique du Nord et en France pour maintenir à flot l'entreprise de Québec. Donc, c'est en ce sens c'est sa persévérance qui permet de dire qu'il a été véritablement le père de la Nouvelle-France. Et s'il s'était pas démené pour sauver Québec, peut-être que la colonie n'aurait eu qu'une brève existence. Il a vraiment jeté les bases pour la Fondation de Québec, la Fondation de Trois-Rivières aussi. Il a joué aussi un rôle dans la Fondation de Montréal, parce que c'est lui qui a révélé l'intérêt de l'île de Montréal dès 1611. Il a fait la première carte de l'île de Montréal, c'est une carte de Samuel de Champlain, qui se trouve dans les voyages de 1613.
Eh bien, c'est ce qui clôt notre entrevue. Éric Thierry, c'est très intéressant, vraiment. Puis je recommande la biographie. Là. Il y a beaucoup de choses. Là. On aurait pu faire plusieurs émissions là-dessus. Donc, on va se contenter de 2, mais c'était très intéressant. Quels sont vos projets? Avez-vous des nouveaux projets en histoire après cette biographie? Là? Ça a demandé beaucoup de temps. Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans d'autres chantiers? Ah oui, mais donc là, je prépare un livre sur l'histoire des Récollets en Nouvelle-France. Je m'intéresse tout particulièrement à la période 1615-1629. Ah, Donc, les Récollets qui ont été les premiers missionnaires dans la vallée du Saint-Laurent et chez les Hurons. c'est la période avant qu'ils soient exclus justement par les Jésuites, Voilà. par le monopole des Jésuites. Donc, merci beaucoup, Éric Thierry. Écoutez, je vous souhaite bonne chance avec l'ouvrage, qu'il y ait une belle réception et puis qu'il soit diffusé le plus possible. C'est quand même le père de l'Amérique française, à l'origine du Québec. Donc, c'est un personnage important de notre histoire. Merci à vous. Je remercie aussi Antonin Viss à la technique. Et puis, c'était Martin Lavallée pour l'émission Notre Histoire en tête qui vous dit à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci.
Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.